bienvenue à cette rencontre autour de ces jeunes réalisateurs et ces jeunes réalisatrices marocains et marocaines. Tous les ans, on essaie de mettre un coup de projecteur sur la jeune génération d'un pays ou même d'une région, d'un pays de la Méditerranée. Et là, on avait remarqué depuis 4-5 ans l'émergence d'une nouvelle façon qu'ont les nouveaux réalisateurs marocains de nous raconter des choses, de s'emparer des codes des films de genre pour raconter leurs histoires. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que cette génération s'affranchit de tous les codes, de toutes les censures, et il nous a paru important de la mettre en avant, de leur souligner. Ils sont tous à peu près entre le premier et le second long métrage, et c'était un moment crucial pour nous de les réunir. Ce qui fait plaisir, c'est qu'ils se connaissent entre eux, ils sont d'univers différents, leur univers cinématographique est différent, mais ils sont très solidaires les uns des autres. Et ça fait plaisir de les réunir ici à Montpellier, tous ensemble pour la première fois. Je vais demander à Toufik Hakem, le critique et journaliste de cinéma qui va mener cette rencontre, de me rejoindre pour vous les présenter. Merci Christophe et merci d'être venus aussi nombreux pour faire la connaissance justement de cette nouvelle et vous allez voir très audacieuse génération de cinéastes marocains. On va commencer peut-être par les présenter. Yasmine Benkiran. Vous pouvez découvrir son film aujourd'hui même à 18h30 Rennes. C'est un film de genre. Il faudra peut-être même mettre un S à genre. Alors, je sais pas, normalement, ouais, il y a des petits noms et voilà. Sophia Riali est avec nous aussi. Alors, Sophia Riali, après quelques cours d'animation, parce qu'il y a aussi du cinéma d'animation au Maroc, développe ici à Montpellier son projet d'un premier long d'animation. Bonjour Sophia. Et puis Asma Al-Moundir, alors vous avez peut-être vu son documentaire de création qui était tout à la fois un documentaire intime, politique, très esthétique, La mère de tous les mensonges. Asma. Et côté messieurs, plutôt, nous avons Aladdin Aljem qui a réalisé Le miracle du Saint Inconnu, cette fable qui avait fait sensation à Cannes lors de sa présentation il y a 3 ans. Ismail El-Iraqi est aussi avec nous pour Burning Casablanca, que je vous recommande vivement de découvrir aujourd'hui à 21h. C'est un film musical, rock, metal, à la manière d'un western complètement halluciné. Saïd Hamish, ton nom est là, Saïd Hamish Bellarbi, le réalisateur et producteur franco-marocain. La mer au loin, vous l'avez peut-être vu, puisqu'il nous a fait l'honneur de faire sa première ici dans la région hier. Et puis, dans le rôle du grand frère de cette nouvelle génération, celui dans le cinéma a annoncé justement cette nouvelle vague. On a vu tous ces films en France, c'est-à-dire 1000 mois, Mort à vendre, Volubilis et dernièrement Désert. C'est bien sûr Fawzi Ben Saïdi. Fawzi, voilà. Allez, Fawzi, à côté du vieux et les jeunes de part et d'autre. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire remarquer tout de suite. Ce qui est totalement nouveau, c'est qu'il y a une véritable parité. On ne l'a pas fait exprès, mais il y a autant de jeunes réalisatrices que de jeunes réalisateurs qui arrivent avec des univers nouveaux, différents, avec peut-être une envie d'en finir avec le cinéma qui a été pratiqué avant, aussi bien au Maroc que dans les pays du Maghreb ou arabes. D'ailleurs, ce sera peut-être ça ma première question. Est-ce qu'il y avait une envie chez vous de rupture avec tout ce qui a été fait auparavant, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que vous pouvez vous inscrire dans une forme de continuité, quitte à updater, quitte à actualiser les propos de vos films? On va commencer par vous, allez.
prévenez. Hein. Moi, je pense pas. Pour moi, du moins, il me semble que le sentiment est partagé. Il y a plus quelque chose de la volonté de faire des films qui nous ressemblent. Et on a un moment où, en fait, c'est par hasard si les films sont quelque part plus universels, qu'il y a plus des touches de genre, que vous dites parité, mais en vérité, si Sofia El Aoui et Malem Moubarak avaient pu être là, ce serait même... il y aurait plus de... Les femmes seraient majoritaires. Ouais. Future is female, brother. Mais pour le contenu, alors c'est bien que vous preniez la parole en premier, Ismaël El Iraqi, puisque des films musicaux, il y en a eu qui ont été très très marquants. Je pense bien sûr au film d'Ahmed El Mamouni. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette tradition? Est-ce que vous avez l'impression d'être venu avec quelque chose de nouveau pour tourner la page, pour raconter aussi le Maroc d'aujourd'hui, plus connecté au monde? Je pense qu'il y a quelque chose qui est venu d'abord de l'essor musical au Maroc. C'est-à-dire que moi, ma volonté, c'était de raconter un Maroc qui a été beaucoup marqué par la révolution musicale d'Anaïda début des années 2000. C'est le Festival du Boulevard, qui est le Festival des jeunes talents de Casablanca. Il y a un truc générationnel, pour le coup, vraiment là-dessus, sur une musique qui fusionne plus... je n'aime pas trop parler d'influence occidentale, je préfère parler d'instrumentation sur des instruments plus modernes et avec des rythmes très marocains, des fois avec beaucoup de redécouvertes des rythmes berbères. Et pour moi, ça s'inscrivait plutôt là-dedans, c'est-à-dire plutôt faire le film de cette musique-là. C'est-à-dire que moi, c'était la musique qui était première, pas forcément, et c'était traduire cette émotion musicale en langage cinéma, quoi. Aladdin Al-Jab, est-ce que je peux vous poser la même question? Qu'est-ce qui a été le plus déterminant dans votre envie de faire du cinéma? Et est-ce que vous avez l'impression que votre cinéma est très différent de ce qui a été fait auparavant dans votre pays, le Maroc? Oui, dans la question, il y a deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui était déterminant dans mon envie de faire du cinéma? Je me pose souvent cette question. Tiens, j'ai jamais eu de vraie réponse. La seule réponse que j'ai, c'est que vraiment, je ne sais rien faire d'autre. J'ai essayé, et je suis vraiment pas doué pour autre chose. Je suis très, très, très mauvais avec les mains. Je sais rien bricoler, je sais rien réparer. J'ai essayé de faire de la permaculture. Je suis vraiment mauvais. J'ai essayé de faire plein de choses. Je suis vraiment très, très, très mauvais pour faire ça. J'ai vraiment un seul talent que je me reconnais, c'est que je sais et j'adore regarder les gens. J'aime regarder les gens, j'aime regarder la vie, les scènes de vie quotidiennes. Et donc, moi, me poser sur une terrasse, c'est pour ça que j'habite à Marrakech, me poser sur une terrasse de café et regarder toute cette comédie humaine qui se déroule devant moi, ça, j'adore faire. Et je pense que, voilà, en toute modestie, je pense que j'ai un œil pour ça, pour observer les gens. Et après, j'ai compris que j'adorais écrire ça, j'adorais raconter des histoires. Et moi, mon envie de faire du cinéma, est venue de là, de cette envie de raconter des histoires, de raconter des sensations, des émotions que j'ai et que je ne sais peut-être pas bien verbalisé ou que le verbe ne suffit pas pour les transmettre et que j'ai besoin de les mettre en image. Et donc il y a à la fois une envie de raconter des histoires et une envie de mettre en image et de transmettre ou de faire sortir des choses qui sont là à l'intérieur. Après, moi je ne me suis jamais posé la question d'être dans une continuité ou dans une rupture par rapport à la génération qu'il y avait avant. D'abord parce que moi je suis arrivé, j'ai décidé de faire une école de cinéma pour embêter mon père mais j'avais 17 ans, je connaissais rien au cinéma et puis j'ai vu que ça l'embêtait vraiment parce qu'en plus l'école était privée donc il fallait payer et donc j'ai continué à faire du cinéma et quand j'ai commencé à le faire j'ai adoré. Et du coup, j'ai commencé à découvrir très tard toutes ces... C'est-à-dire en faisant le cinéma? En faisant, j'ai commencé à découvrir ça. Je me suis dit, tiens, il y a vraiment toutes ces figures du cinéma marocain et tout que j'ai adoré. Et j'ai eu la chance de rencontrer Fawzi quand j'avais 17 ans, tu vois. Je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Il ressemblait encore à ça, il n'a pas beaucoup changé. Et il était là, il avait encore cette lueur dans les yeux. Il nous parlait de ses films, il nous parlait de ses courts-métrages, puis de son premier film. J'étais fasciné, j'adorais ça. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Ahmed Manouni à l'époque. D'ailleurs, j'étais coloc avec son fils. Ouais. Et son fils était l'opposé de moi, mais vraiment total opposé. C'est lui, il était un cinéphile, mais quasiment, il est biberonné au film. Donc, pas vous? Pas moi, non. Et donc, il m'a fait découvrir plein de films. On passait nos soirées à regarder des films, à parler de films. Et donc, j'ai eu un grand rattrapage que j'ai pu faire. Mais là, vous parlez du cinéma marocain. Il vous a montré Trans, il vous a montré ce genre de films ou bien les cinémas du monde entier? Cinéma marocain, forcément, il m'a montré les films de son père.
Et il m'a montré aussi plein d'autres choses. Et donc moi, quand j'ai découvert le cinéma marocain, cette génération qui nous a précédés, moi, j'ai pas du tout été dans un truc de tiens, j'ai envie de tout changer, j'ai envie d'être en rupture totale avec ça. Au contraire, j'étais dans une fascination. Moi, j'adorais Liam Aliam d'Ahmed Manouni, j'adorais Trans, j'ai aimé les travaux de Bouanani, j'ai adoré les films de Fawzi. Et je ne me suis jamais posé en rupture par rapport à ça, mais en même temps, je ne me suis jamais dit, tiens, je vais continuer ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai juste envie de faire mes films. C'est tout. Après, on les positionne une fois qu'ils sont faits, mais moi, personnellement, c'est juste une envie de faire des films. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour vous, Yasmine Belkiran? C'est-à-dire, vous êtes... Non, pardon. Oui, c'est vous, pardon. Yasmine Belkiran, est-ce qu'on peut dire la même chose de vous? Pardon. Oui, prenez le temps. La même chose en termes de rupture, de parcours? Oui, c'est-à-dire que pas une envie de rupture, mais une envie d'actualiser le cinéma marocain et de venir avec les problématiques de l'heure. Mais disons quand même que moi, il y a eu quelque chose, c'est que j'ai un peu fait le film qui m'a manqué quand j'avais 17 ans, donc il y avait quand même quelque chose de proposer ce à quoi moi, j'avais pas eu le droit. C'est vrai que quand on est ado, qu'on est au Maroc et qu'on a... Enfin, voilà, moi, j'aimais plutôt le cinéma, on va dire, d'aventure, le cinéma de genre. Et je me retrouvais très, très peu dans les figures marocaines et arabes qui étaient proposées au cinéma. Et c'est vrai que quelque part, en proposant mon film Rennes, qui est une cavale en camion, au Maroc, avec différents genres qui viennent se mélanger, il y a de l'aventure, de l'humour, une touche de fantastique. Je proposais quelque part des femmes qui, pour moi, des figures de femmes qui, pour moi, sont inspirantes, auxquelles j'ai pas eu le droit, quelque part. Voilà. Donc il y avait quand même, je ne sais pas si c'est une rupture, mais en tout cas un manque à combler. C'était à la base de ma proposition, oui. Donc un combat féministe, si je peux... Tout à fait, de représentation, absolument. Alors Yasmine Belkiran, votre profil est différent. Vous avez d'ailleurs tous des profils très différents parce que vous êtes venu en France plutôt assez tôt. Non, à 18 ans. À 18 Exactement ans. Exactement comme Smaïl. Ouais. Et c'est tout. Toi aussi, Sophia? Ben voilà. Voilà. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait de changer d'univers, changer de pays? Est-ce que c'est pour vous une ouverture? L'envie de faire des films marocains, c'est aussi l'envie d'inscrire l'histoire et même la géographie de ce pays dans l'industrie cinématographique mondiale? Non, alors franchement, j'ai jamais réfléchi mes films comme ça, en revanche. Faire un cinéma marocain, c'est quelque chose qui est très, très primal pour moi, c'est-à-dire que j'imagine pas faire quelque chose d'autre. On me dit mais pourquoi tu fais pas des films en France? Mon mec me dit souvent mais fais des films en France et gagne de l'argent. Je ne sais pas, je ne peux pas faire en fait. C'est-à-dire que si on me propose des projets, j'accepte avec grand plaisir. Notamment en coécriture, je coécris beaucoup de films français, mais c'est vrai que des projets qui viennent de moi, des projets qui soient personnels, eh ben, ça ne vient pas, tout simplement. C'est le Maroc qui vient toujours, mais je crois que ça a quelque chose à voir avec les imaginaires, et que les imaginaires sont souvent attachés à l'enfance, et que mon imaginaire est vraiment très, très, très fortement marocain. Quant au cinéma, moi j'ai un parcours un peu particulier, c'est-à-dire que je crois que j'étais un peu écrasée par les figures de cinéastes quand j'étais adolescente et je me suis jamais permise de me dire tiens, je peux être réalisatrice, tiens, je peux être scénariste. Pour moi, c'était les grands qui étaient génies, c'était Orson Welles, quoi, et que ces gens incroyables écrivaient des films en une nuit. Et j'ai commencé par travailler dans une société de production, et c'est en travaillant dans une société de production que je me suis rendu compte que c'était un métier, que c'était un artisanat, que ça s'apprenait. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai réussi un peu à démystifier, on va dire, le cinéma et que je me suis permise de me lancer d'abord dans l'écriture et ensuite dans la mise en scène. Et vous êtes cinéphile, c'est-à-dire vous avez été aussi nourri par des films? Tout à fait. J'ai été nourrie... alors déjà, on le dit rarement, mais je voudrais juste dire que l'animation, il y a des choses extraordinaires qui se font. Moi, j'ai été nourrie par Miyazaki. Voilà, c'était ma cinéphilie vient de là. Merci. Alors du coup, on passe à vous, Sophia. On peut. Prenez le micro. Alors vous venez avec quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire faire du cinéma d'animation qui nécessite beaucoup de moyens dans un environnement qui n'est apparemment pas propice à ce genre d'industrie. C'est de l'ordre du défi? Oui, mais on s'en rend pas compte.
On s'en rend pas compte au départ. En fait, comme beaucoup de gens qui font du cinéma d'animation, moi, mon premier mode d'expression, c'est le dessin. Je dessine depuis tout le temps. Moi, ce qui me plaît en fait dans ce médium, parce que c'est pas un genre, c'est un médium, c'est une technique, c'est la possibilité en fait de casser les barrières et de laisser exprimer une créativité pure. C'est-à-dire qu'on peut très bien exprimer des choses avec des acteurs, etc., mais aussi avec du dessin, avec de la peinture, avec la matière. Et donc, moi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Après, c'est sûr que ça peut constituer un défi. Effectivement, au Maroc, c'est compliqué. En tout cas, c'est nouveau, en tout cas, on va dire. Mais c'est aussi intéressant. Moi, je trouve ça bien de venir avec quelque chose de nouveau. Et s'il fallait parler des influences, est-ce que on peut aussi parler de Miyazaki ou pas du tout? C'est autre chose, parce que quand vous dites c'est par le dessin, c'est-à-dire que vous auriez pu faire de la bande dessinée et c'est tellement moins coûteux et c'est un métier qu'on peut faire tout seul. Le fait de vous lancer dans le cinéma d'animation, c'était aussi pour répondre à vos envies de cinéphile? Oui, justement, c'est ce que je dis souvent, c'est que pour moi, l'animation, moi, je suis très mauvaise pour choisir dans ma vie, je sais pas, je sais pas décider. Et je trouve qu'avec l'animation, en fait, il n'y a pas de choix à faire. C'est-à-dire qu'on peut, aussi bien artistiquement parlant, je veux dire, on est dans le cinéma, on est dans les arts plastiques, on travaille la musique, on travaille l'écriture, et donc on peut vraiment créer un univers assez complet. Il y a aussi, je pense, moi au tout début, en fait, j'avais envie de faire de l'animation, je pense que ça m'est venu à l'adolescence, et il y avait quelque chose aussi de l'ordre du magicien. Moi, j'aime bien ce côté, c'est-à-dire qu'on fait un dessin, et puis les gens ne savent pas comment, mais il a pris vie. Donc on est un peu comme ça, comme un illusionniste. Donc moi, c'est une figure que j'aime bien. Et oui, bien sûr, quand j'étais plus jeune, les films de Miyazaki sont une référence. Ça, c'est le côté long métrage. On va dire que les courts métrages d'animation, moi, j'ai découvert ça un peu plus tard, parce que c'est quelque chose d'un peu plus niche et qu'on découvre beaucoup plus peut-être en festival ou en école. Mais mes premiers vrais coups de cœur d'animation, c'est du court métrage. C'est pas les longs, c'est des influences qui m'ont porté quand j'étais plus jeune, mais vraiment la découverte de certains joyaux du court-métrage, parce que je pense qu'on peut dire ça, en tout cas pour l'animation, c'est vraiment qu'il y a en court-métrage, il y a des choses qui se font qui sont incroyables. C'était une vraie révélation. Et pour parler de votre univers, vous voulez faire de l'animation, mais pour tout public, hein, c'est-à-dire c'est pas pour le public enfant, comme très souvent on relie les deux univers. Oui, moi c'est vraiment, en fait, c'est destiné à un public adulte, et c'est après coup que je me suis rendu compte que ça marchait aussi pour les enfants, donc tant mieux. Mais oui, l'idée c'est d'abord de m'adresser à un public adulte parce que je parle de sujets qui me parlent, et voilà, c'est sans vouloir diminuer les enfants, mais en tout cas les sujets qui m'intéressent pour le moment sont des thèmes plutôt adultes. Mais ce qui est beau, je trouve, avec le cinéma d'animation, c'est qu'en fait on peut avoir plusieurs couches de lecture. Et donc, certains films que je pensais qu'ils s'adressaient qu'à des enfants, qu'à des adultes, mais en fait, les enfants, ils voient autre chose. Et cette profondeur, dans les sujets, peut les toucher, parce que le médium, d'une certaine manière, il est aussi plus de l'ordre du merveilleux. Merci, on va y revenir. Asma Al-Moundal, s'il fallait maintenant parler de votre expérience, parce que vous avez réalisé ce documentaire qui a été vu à peu près dans tous les grands festivals, il a été remarqué, primé, y compris chez vous, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle du Maroc. C'est un cinéma qui est tout à la fois de création, il y a une véritable mise en scène, mais il y a aussi cette envie de questionner la société marocaine, l'histoire marocaine, y compris en passant par des problématiques politiques. Oui, je crois qu'il y a toujours des toiles de fond, même dans tous les films marocains que je vois maintenant, de 1000 mois, ou même le court-métrage La Falaise, comment Fawzi Ben Saidi donnait le temps à montrer le décor, l'espace dans ces films. Je crois que
que maintenant, il n'y a pas beaucoup d'archives en termes d'images, mais quand on peut vraiment regarder les films de Bouanani, les 1000 mois par exemple, regarder les villes, des images d'archives, on peut les tirer même des fictions aujourd'hui. Donc je crois que mon travail à moi, c'est un peu hybride. J'aime bien mélanger, faire des essais, un laboratoire, et c'est-à-dire questionner la forme. Pour moi, c'est pas important, fiction, documentaire ou animation. Ce qui est important, c'est de trouver un dispositif filmique, de raconter les faits réels, de ne pas les changer, mais changer la manière dont on va raconter ces faits. Donc pour moi, c'est un travail de mémoire. Je me rappelle, quand je regardais les images d'archives filmées par Gabriel Vert ou les Frères Lumière au Maroc, j'ai découvert ça à la Cinémathèque de Tanger. J'ai dit, tiens, c'est très très beau de voir ces images, et pourquoi pas, on n'a pas beaucoup d'images d'archives pour regarder des images de ce qui s'est passé voilà, chez nous. Et ça vient de là, de poser juste une question au début. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc aujourd'hui, nous sommes les vainqueurs. Et pour réécrire l'histoire, chacun son cinéma. Il n'y a pas de compétition ici, parce que chacun son cinéma, on se soutient. C'est une génération qui est très très bien. Notre parrain est là aussi. Donc, le grand frère. Oui, parce qu'il y a, bon, elle a parlé d'une chose magnifique, parce que moi aussi j'ai étudié au Maroc avant de faire une formation à la FEMIS, mais au Maroc on a tous regardé les films de Fawzi Ben Saidi, de Ahmed El-Ma'nouni, de Hakim Bel-Abbas plus tard. Donc je crois que ça bon, il n'y a pas de relais, parce que chacun son cinéma, et chacun va continuer dans son style, parce que je pense aussi que être réalisateur, c'est pas un métier. C'est pas quelque chose qu'on apprend. Alors c'est quoi pour vous, justement, Alors la pour définition? moi, c'est parce qu'il y a une nécessité de raconter quelque chose qui fait mal quelque part, et que moi, je peux pas dessiner un apple, je peux pas dessiner une pomme, je peux pas faire rien, je peux pas écrire un livre, je suis nulle. Donc la seule chose que j'ai pu faire, c'est d'écrire avec la lumière, une caméra. Et je crois que c'est ça, quand tu as quelque chose à raconter, tu dois trouver un moyen pour la faire sortir, soit un livre, soit un dessin. Et moi, je crois que c'était... Bon, c'est pas facile quand même, mais le seul moyen, c'est de... Et je sais rien faire à part ça, comme toi, Alain. Donc, je suis pas... Voilà. Je suis Mais nulle prenez dans le micro, bien commerce. sûr, vous pouvez réagir, prenez le micro. Mais à quel moment, le moment de bascule, à quel moment, Asma, vous vous êtes dit, j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de faire des films? C'est quand j'ai pas trouvé de photos chez moi, et je pose la question à ma grand-mère, qui était une figure très très... Bon, on a tous Il des faut dire grand-mères peut-être comme deux ça. mots sur votre documentaire, pour excellent documentaire pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'est un documentaire qui revient sur une période précise du Maroc. Est-ce que vous pouvez dire juste deux mots? Oui, donc La mer de tous les mensonges, c'est un travail que j'ai réalisé pendant 10 ans. Je ne travaille pas tous les jours, mais j'étais dans la recherche, comment je peux fabriquer mes propres archives pendant 7 ans pour pouvoir prendre ces archives et faire un dispositif filmique et faire un film. Donc je commence par une photo, je me retrouve avec 500 heures de rush à la fin. Je me retrouve en train de faire le montage. Donc la nécessité de faire les choses qui m'a rendue réalisatrice, parce que je voulais raconter une histoire dans une maison où il n'y a pas de photos. Je commence par poser la question, pourquoi on n'a pas de souvenirs, pourquoi on n'a pas de photos chez nous, et je me retrouve que notre petite histoire, c'était qu'un symptôme de d'autres histoires qui se passent, qui brisent les murs de ma maison, et que se dispatchent dans le quartier pour trouver que ma petite histoire était des symptômes de other big ones, de plus grandes histoires outside. Donc je crois que c'était ça, la nécessité de raconter une histoire avec des membres de ma famille, de créer une interaction, de se libérer de ce sentiment où les murs ont des oreilles. Ok, on va régler ça, parce que si la parole n'est pas libérée entre moi et ma famille, comment je peux avancer en tant que cinéaste et raconter les histoires des autres, alors que moi-même, j'ai un problème de libération de la parole? Je ne parle pas de politiquement, non, c'est juste créer une interaction normale. On fait des photos et tout ça, c'est des choses banales. Donc il fallait régler un petit peu ça avant de... c'est un piège, ou c'est un suicide pour un jeune réalisateur qui se lance comme ça à raconter une histoire sur lui-même, alors qu'Agnès Varda, avec Les plages d'Agnès, que j'adore, c'est un film que j'adore, c'est venu un peu plus tard, avec une maturité, avec beaucoup de films. Donc voilà, je crois que c'était la nécessité qui m'a donné... Raconter l'histoire, restituer la mémoire, rompre la loi... Restaurer la mémoire aussi. Ouais. Restaurer la mémoire et rompre la loi du silence aussi. Ouais, et peut-être dire que oui, si on efface, et moi je parle
tout film, il y a la petite histoire, il y a la grande histoire. Si on efface les souvenirs, ça ne veut pas dire qu'on va fermer le dossier. Ça veut dire on peut créer des choses même sans avoir des preuves. Et la question aussi était comment on peut raconter des histoires si on n'a pas de preuves. Et je parle juste de mon histoire familiale. Après, je me retrouve qu'il fallait aussi parler d'une partie de mon histoire, de mon pays. Voilà. Merci Saïd Hamish Benlarbi. Alors, je m'adresse à vous aussi bien en tant que réalisateur. On a pu voir donc en avant-première votre film qui va sortir bientôt, je crois en février. Oui, en février. La mer au loin, c'est votre deuxième long métrage. Vous avez réalisé auparavant Retour à Bolène, mais surtout vous êtes tout à la fois réalisateur et producteur. Et ces dernières années, vous avez renoué avec votre pays d'origine, le Maroc, en allant travailler sur place, et pas seulement avec les réalisateurs français ou étrangers, mais y compris avec les réalisateurs marocains, dans Fawzi, pour reprendre le truc, mais aussi Kamal Azrag, le réalisateur de ce polar qui est passé hier, qui va passer non avant-hier. Donc voilà, donc vous êtes un très bon témoin, hein. Quelqu'un grandi en France, qui découvre le Maroc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique dans le cinéma marocain? Et si oui, quelles sont les raisons qui ont poussé ce nouveau cinéma à émerger? Oui, alors, bonjour. Beaucoup de points de la question. Non, oui, c'est vrai que moi, le cinéma m'a permis de me reconnecter et de redécouvrir et de me rattacher à mon pays qu'est le Maroc. Et je pense que sans le cinéma, je serais resté un Marocain résident à l'étranger. Et ça s'est fait un peu par hasard au début, puisque moi, je n'étais pas du tout destiné au cinéma. Mais mon père était ouvrier agricole en France. Je l'ai rejoint à 11 ans, et dans un arrachement terrible, parce que j'ai quitté et ma mère et le Maroc. Et je l'avais raconté dans un court-métrage qui s'appelle Départ, qui passait ici. Et du coup, dans mon adolescence en France, j'étais plutôt destiné à être un Marocain matheux, comme plein d'autres. Et j'avais un ami qui voulait faire du cinéma. Il me dit oh, quelle drôle d'idée, il y a des gens qui peuvent vivre de ça. C'était le fils de l'écrivain Yves Bichet, qui habite dans la Drôme. Et je me suis mis en tête de faire du cinéma sans trop savoir ce que j'allais faire. Et puis j'ai fait la Sorbonne et ensuite la FEMIS en production, parce que je me suis dit, voilà, j'aime le cinéma, les maths, ça peut marcher ensemble. Et j'ai rencontré Kamal Azraq, le réalisateur d'Émeute. Et on était très copains à l'école. Et puis à la fin de l'école, il y avait Ismaël qui était lui, il avait fini son film, il avait fini son cursus. Et Kamal m'a dit pour mon travail de fin d'études, je veux tourner au Maroc. Ça serait super si tu pouvais m'accompagner. Et ça a été, je pense, le film le plus important de ma carrière, vraiment, je le dirais, même si j'ai fait des longs métrages qui ont bien marché, parce que c'était un court métrage, un moyen métrage qui s'appelait Drari. Et j'ai redécouvert le Maroc, et ça a été très fort émotionnellement, parce que c'était un film où on avait très très peu de moyens, où il fallait vraiment faire un film de 40 minutes avec vraiment les moyens du bord, en collaborant avec des étudiants de l'ESSAV. Et oui, ça m'a renoué. J'étais vraiment, il y a des choses, vous ne pouvez pas tricher, quoi. L'énergie qui vous entoure, vous ne pouvez pas tricher avec. Et sans savoir qu'il y avait une génération, j'avais plutôt, pour être honnête, une cinéphilie plutôt d'auteur du cinéma mondial, pas du tout spécifique au Maroc. Et il y avait une telle énergie, même dans la vie de tous les jours et tout ça, que j'ai adoré. Ça a été vraiment un shoot d'adrénaline. Et puis retrouver le Maroc. J'avais même commencé à perdre un peu l'usage de Darija, c'est-à-dire quand je parlais, les gens me disaient on voit que tu es à l'étranger, etc. Donc j'ai commencé à me réapproprier et la langue et le pays et revenir là et tomber amoureux de Casablanca aussi. Et puis Kamal a fait un autre film qui s'appelait L'Homme au chien. Du coup, j'ai créé une boîte parce qu'on ne trouvait pas trop de producteurs d'auteurs. Il y a beaucoup de producteurs exécutifs. Et puis progressivement, il y avait d'autres cinéastes amis. Ils me disaient mais on a vu L'Homme au chien, c'est super. On n'a pas beaucoup d'argent, on cherche quelqu'un pour faire un film comme ça. J'ai travaillé avec Boris Louchkine sur Hope, son premier film. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Nabil Ayouch qui m'a fait travailler pendant 1 an sur ses films, et puis Fawzi, puis Smaïl quand il a fait son premier long. Donc pour un producteur arrivé à ce moment-là, moi je ne saurais pas définir, parce que c'est tellement des univers différents, mais il y a des choses un peu qui concordantes dans le temps. C'est un peu une chance, parce que il y a tellement d'univers différents, de propositions, de désirs de films, que je me suis retrouvé à un moment pris dans des propositions que je ne pouvais pas refuser. J'avais
beaucoup de films, beaucoup d'envie, beaucoup de choses à faire. Mais pour vous, c'était un cinéma particulier ou c'était un cinéma qui appartenait aussi à une époque où tout le monde est connecté, tout le monde regarde les mêmes films, tout le monde a envie à un certain moment de faire peut-être le même cinéma on est dans la mondialisation ou on est dans la découverte d'un terrain nouveau Non, quand on va au Maroc? non, c'est plus, vous savez, quand vous êtes producteur, ce que vous cherchez, c'est toujours des évidences de films. C'est-à-dire, voilà, quand on vous propose un film, qu'il y a un sujet, une forme, c'est très rare un bon projet en réalité quand vous êtes producteur. Et quand vous êtes dans un territoire qui est en déficit de producteurs et avec une proposition folle de projet, c'est plus ça. Après, oui, c'est vrai que on est dans un cinéma d'auteur mondialisé et c'est vrai qu'il y a des choses qui se recoupent entre voilà, le cinéma de genre, par exemple. Voilà, en Tunisie, il y a eu des films. Donc, en France aussi, donc il y a quelque chose qui peut se recouper avec d'autres films, mais c'est juste se dire, voilà, il y a une nouvelle génération qui propose des films et que ces films sont très originaux les uns des autres et par rapport au cinéma mondial. C'est pas juste on va au Maroc parce qu'il y a un film marocain intéressant. Non, c'est un film intéressant de manière générale. Et donc, je ne me suis pas beaucoup posé de questions. C'est-à-dire, c'est vraiment, comme je disais, c'est presque... j'aurais pu dire, il ne faut pas que je m'enferme, mais ça a été vraiment un vrai plaisir et une vraie excitation parce que c'est des super projets, en fait. À chaque fois des super projets qui vous... Voilà, le film d'Ismaël et d'Yasmine qui était à Venise, de Kamal et Tfawati qui était à Cannes. C'est des films qui sont reconnus, qui a beaucoup de qualité. Et puis, pour être aussi tout à fait honnête, c'est qu'il y avait... Je suis arrivé à un moment où, avec évidemment plein de difficultés comme partout ailleurs, mais il y a aussi un fonds au Maroc, un fonds au CCM qui permet de financer une partie locale, localement une partie de ces budgets-là. Donc ça permet aussi de venir, si on rentre dans la technique de la coproduction, ça permet de venir, voilà, d'affirmer ce cinéma-là, de dire voilà, c'est aussi un cinéma qui peut se financer en partie dans son territoire naturel. Et après, voilà, ça a été plutôt de manière empirique. Et c'est vrai que je me suis retrouvé, moi, avec beaucoup de plaisir, puisqu'en plus, je jouais pour moi une autre aventure qui est celui de, je dis en amont, de reconnecter avec un pays, de me réinstaller à Casablanca, de faire des amis, etc. Donc ça a été... Et vous en êtes où aujourd'hui? Je continue. C'est toujours, voilà, qui a deux maisons perd la raison. Mais on essaie de garder... Non, je continue avec beaucoup de plaisir, puisqu'on travaille encore sur d'autres films. Et c'est de voir aussi tellement aujourd'hui, il y a un enjeu aujourd'hui de structuration de la production au Maroc, d'émergence de nouveaux producteurs, parce qu'il y a beaucoup de talents. Et il faut encore plus de talents, parce qu'il faut toujours faire ouvrir la porte aux nouveautés. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu de production, de formation de nouveaux producteurs et de nouvelles productrices pour qu'on ait ce que disait Yasmine. Voilà, il faut qu'il y ait des récits différents, il faut que des sujets différents émergent et regardés de manière différente. Il ne faut pas laisser les autres raconter votre histoire. Merci Saïd. Alors, Fawzi Ben Saïdi, là vous allez prendre la parole en tant que grand frère de cette nouvelle génération, mais surtout, vous êtes un témoin privilégié parce que vous êtes arrivé au cinéma, il y avait cette ancienne génération qui était là et qui était plus portée par ce cinéma social ou ce cinéma de dénonciation. Et puis, vous avez aujourd'hui cette nouvelle génération qui est plus dans un cinéma de genre, et l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Vous, comment vous vous situez et surtout comment vous avez vu arriver ces jeunes cinéastes? C'est une arrivée qui, pour moi, une chance pour nous, une énorme chance. Je ne sais pas si on se rend compte totalement, mais on va se rendre compte parce qu'en plus, je dirais entre parenthèses, c'est une vague, mais c'est une vague qui n'arrête pas de grossir. Il faut voir qu'il y a des courts-métragistes derrière, qu'il y a un mouvement de jeunes talents qui va arriver. Donc c'est intéressant. Je pense que ça va être une génération, même dans le nombre, beaucoup plus importante que la nôtre, parce qu'il y a eu aussi des écoles de cinéma dans les SAV, etc. Donc c'est une vraie arrivée beaucoup plus forte que la nôtre. J'ai l'impression que nous, on était dans la rupture. Notre génération à nous était dans la rupture. Pour des raisons peut-être difficiles à dire aujourd'hui, parce que nous, on est arrivés... C'est-à-dire la génération intermédiaire, oui, celle c'est-à-dire entre vous et Nabila Ayouch, par exemple, cette génération-là. Cette génération-là, je pense qu'on est arrivé déjà... Il y avait peut-être pendant 20 ans pas de nouveaux cinéastes quand nous, on est arrivés. Donc il y a eu une espèce de désert comme ça d'une nouvelle génération. La génération d'avant nous a vécu des moments qui étaient beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles. Je veux dire,
on est arrivé, les cinéastes avaient un âge très avancé, ils avaient fait 4 films, par exemple, etc. Et c'était un cinéma, je crois, dans lequel, en tout cas moi personnellement, pour ne parler que de moi, parce que nous, on n'a pas constitué une génération, c'est très compliqué, hein, notre génération à nous. En tout cas, je ne me reconnaissais pas beaucoup. Avec eux, j'ai l'impression, moi, et le sentiment de quelque chose d'apaisé. C'est-à-dire, et c'est ce qu'ils disaient un peu, ils sont arrivés dans quelque chose comme ça d'apaisé. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'aussi entre eux, il y a une relation que je sens de très, très apaisée, sont très solidaires entre eux, les uns et les autres. Il y a quelque chose qui avance dans un environnement sain, si je peux dire. Ça, c'est quelque chose que je sens en tous les cas. Ils sont dans un cinéma très différent les uns des autres. Et le mot audace qui a été dit n'est pas fortuit. Je crois qu'il y a l'audace. J'ai l'impression qu'ils font les sujets qui leur passent par la tête et ils ne se posent pas trop de questions, et heureusement, et c'est très bien. Mais il y a aussi l'audace formelle, l'audace de genre qu'on mélange, etc., qui est vraiment intéressante. Et hier, j'étais là dans le quorum, et il y a les bandes annonces comme ça qui passent. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vu passer, parce qu'il y a le focus, les images de leurs films, les uns à côté des autres, et je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, c'est comme si le temps est passé, comme s'il y a beaucoup de temps qui est passé, c'est comme si le temps s'est dilaté. Et je me suis dit, bah, oui, c'est vrai qu'il y a un tout, ces images resteront, je ne sais pas comment dire, c'est comme si c'était une annonce un peu précoce de la trace que laissera aussi cette génération. J'ai vu du filet comme ça, des films que j'ai vus, et j'ai dit, je ne sais pas, j'avais un sentiment comme ça de ces images qui vont rester. Donc vraiment, vraiment, nous avons une chance incroyable, parce que aussi leurs films me poussent, moi, à se poser des questions nouvelles aussi. En quoi il vous bouscule, justement? Très bonne question que vous vous êtes posée vous-même, cher Fawzi. Ouais. En quoi il vous bouscule? Écoutez, dans ce que j'ai dit, par exemple, moi, je suis très admiratif de l'audace formelle, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment énormément plaisir de voir ça, cette audace formelle, cette prise en main, par exemple, d'un cinéma dont on avait comme ça pas droit quelque part. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était comme si on venait du Sud et il faudrait faire des films qui étaient dans un champ de sujets et de formes. Forcément naturaliste. Oui, forcément voilà, social. exactement. Comme si aimer le cinéma comme langage était bourgeois et futile, et que nous, on devait être... Le cinéma, mais aussi la fiction, parce qu'il revendique la fiction, le droit au rêve, à la fiction. À l'imaginaire, ouais. personnel, individuel, qui représente la personne, qui représente évidemment toute une société derrière, etc. Donc non, écoute, moi, c'est ça, je me dis, c'est une chance formidable pour nous et pour le Maroc. Et le Maroc est une chance aussi pour cette génération, donc ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par exemple, on a quelque chose de formidable. Les histoires n'ont pas été racontées, tout reste à faire, par exemple. Ça, c'est une chance. On arrive en France, il se fait 450 films par an, tout a été dit, je ne sais pas comment dire. Nous, il y a tout reste à faire. Tout reste à faire. Ce que dit Saïd aussi, par exemple, le fait d'arriver sur le marché de la coprode avec quand même, voilà, on a un fonds qui fonctionne, voilà, donc c'est pas mal ça aussi de savoir. Et il y a quelque chose aussi qui est un bon signal aussi, c'est de dire que bon, il y a aussi un producteur dans cette histoire, par exemple. Et là, il y a Saïd. Et c'est vrai que je sais que Saïd est un garçon qui n'aime pas trop qu'on parle de lui comme ça, mais je vais quand même le dire. Je veux dire, ici, il a produit quand même Smaïd, il a produit Yasmine, il m'a produit moi. Voilà, il y a des courts-métrages. Mais aussi des réalisateurs comme Philippe Faucon, producteur exécutif. Pour rester juste dans le Maroc, je veux dire que c'est pas mal aussi qu'il y a aussi l'arrivée des réalisateurs et de producteurs aussi. Je trouve que c'est pas mal. La nouvelle génération, c'est aussi Georges de Beauregard. La vague tunisienne des années 80, c'est aussi Hassan Deldoul, c'est aussi Ahmed Atiya. Et ça, je dis, c'est une chance aussi que cette génération arrive. Il y a aussi une fille avec laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Sarah et qui a fait Les Saves, qui passe à la production. Il y a aussi
d'autres personnes qui ont envie de produire au Maroc. Et je trouve que c'est bien. Maintenant, il faudrait qu'on voit aussi arriver les chafop, les monteurs, qu'une génération, les acteurs, pardon, il faut parler des acteurs. Oui. Il y a des acteurs formidables au Maroc, formidables, qui font aussi partie de ce mouvement, je pense. Et qu'il faut dire vraiment d'un niveau mais incroyable, et qui sont dans tous leurs films et dans les miens. Et ça aussi, on a cette chance que tout ça arrive en même temps. C'est tout le monde. Et ça, c'est l'histoire qui le fait, c'est pas nous. Et aujourd'hui, il y a cette lumière posée comme ça. Et merci au festival sur cette génération. C'est génial parce qu'on parle beaucoup dans le cinéma de cinémathèque, donc de mémoire et de lumière faite. Mais c'est un métier aussi où il y a beaucoup de cimetières. Il y a beaucoup de cinéastes qui disparaissent totalement. Et d'ailleurs, merci de me prendre avec vous. Je suis très heureux, vraiment. Ce que vous me faites est un cadeau dont je n'ai pas rêvé, sincèrement. Mais je vous remercie. Ismaël El Aerari, pour continuer le propos de Fawzi, qui dit qu'il faut remettre cette nouvelle vague de cinéastes dont vous appartenez dans un vaste mouvement culturel au Maroc. Vous qui dites à tout le monde que vous êtes arrivé au cinéma à défaut de faire de la musique, parce que c'est ça votre première passion, même si elle est très présente dans votre film, vous confirmez, il se passe la même chose dans le domaine musical, dans le domaine des arts plastiques, ce renouveau ou pas? La musique est toujours en avance sur tout le monde, hein, donc il s'est passé, on continue quasiment ça dans la musique au Maroc. Je voudrais juste rebondir, je suis désolé, je vais pas du tout répondre à votre question en fait. Je voudrais juste rebondir à ce que vient de dire Fawzi, parce que il y a effectivement, ce monsieur a une place spéciale pour nous, je crois. Il y a quelque chose de particulier, c'est pas un hasard s'il est là en fait, s'il y a une différence générationnelle, mais elle est pas si grande. Je pense que c'est quelque chose qu'on a plus ou moins, j'en ai pas mal parlé avec quasiment tous les représentants de notre génération. Les films de Fawzi, ils arrivent à un moment où en fait, ils nous montrent que c'est possible, quoi. Moi, je sais que 1000 mois, c'est arrivé à un moment où moi j'ai découvert le film, j'étais à la FEMIS, j'étais en train de faire mes études de réalisation, et en fait, en permanence, j'ai découvert la France, et la France, c'est pas possible. La France, on vous dit tout le temps, ah, tu veux faire un film de science-fiction? Ah, c'est pas possible. Tu veux faire un film de métal au Maroc? C'est pas possible. Tu veux tourner en 35? C'est pas possible. Fawzi, c'était une voix qui nous disait c'est possible. C'est-à-dire que c'était quelqu'un où on pouvait vraiment, je dis on parce que franchement, je sais pas, il me semble que c'est un truc général, on en a parlé encore tout à l'heure. C'est quelqu'un avec qui on pouvait s'identifier immédiatement. Il a traversé des choses dans lesquelles on peut se reconnaître. On a une culture qui est proche, on a une sensibilité qui est proche. Enfin, le mec parle, c'est moi, quoi. C'est un truc de fou, il est là. Et il fait un cinéma, surtout voilà, à ce moment-là où ça n'existe pas encore vraiment, où je suis pas en train de me dire, quand je vois ce film, je découvre ce film, j'ai 18-19 ans, je suis pas en train de me dire ah c'est bien pour un film marocain, je suis en train de me dire putain c'est bien. C'est vraiment juste, c'est juste génial. Et ça me tire vers le haut, et je crois que c'est pas un hasard donc si Fawzi est là, parce qu'effectivement il y a dans cette génération quelque chose de particulier, je trouve, c'est qu'on se soutient quand il y a des galères et on se célèbre quand il y a des succès. Et ça c'est un truc qui est très 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 précieux. Et Fawzi est là. Fawzi, vous avez un prix dans un festival, on ne sait où, il vous envoie un texto, il le sait déjà. Deuxièmement, il fait le geste. Vous avez une galère, il est là. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma de Fawzi? Dans le cinéma de Fawzi, il y a eu... Alors, merci beaucoup. En fait, c'est très simple. Vous posiez tout à l'heure la question de est-ce qu'on se situe dans la continuité je pense qu'il n'y a aucun cinéaste au monde qui va vous dire je me situe dans la continuité de tel truc. Enfin, c'est compliqué quand même. C'est une question plutôt de cinéphile que de cinéaste. Il y a quelque chose, je pense, qui est une vérité absolue qui m'est apparue justement, d'abord 1000 mois, qui a été confirmée à chaque fois, c'est que plus on est particulier, plus on est universel. Et le film de Fawzi est extrêmement, le premier 1000 mois, extrêmement particulier, très 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 précis sur la façon par exemple dont les gens parlent. Les gens. C'est juste, c'est exactement ça. Et on le sent.
c'est que ça sonne vrai, ça sonne proche. Et donc, si ça sonne proche de vous, ben, ça va sonner proche en Corée, ça va sonner proche en Norvège, ça va sonner proche partout. C'est-à-dire qu'il y a un souci du détail humain et qui ne s'embarrasse pas du naturalisme, en fait. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Ouais. Ouais, c'est un truc de poète, ce qu'il fait. C'est pas un truc de... Voilà. Kheldin, est-ce que le Maroc a toujours été une terre de cinéma qui a tellement servi de décor à des films américains, à des films français? Est-ce qu'il y avait aussi pour vous un défi d'inscrire le vécu des Marocains dans ce décor marocain? Ouais. Comment je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je vais répondre quand même si je l'ai pas. Non, beaucoup de films américains ont été tournés au Maroc. Oui, on reconnaît les décors marocains à travers ces productions. Exactement. Où les Marocains n'étaient pas très visibles. Est-ce que c'est pour vous une manière de réintroduire du réel marocain dans des films qui se passent au Maroc? Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, indépendamment du fait qu'il y a beaucoup de productions étrangères qui se tournent au Maroc, inscrire le réel marocain dans les films marocains est quelque chose de toute façon inévitable. Enfin, pour moi, je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça, je pense que c'était toi, Yasmine, et c'est quelque chose que je partage entièrement. Moi, à chaque fois que j'ai une idée de film, ça vient souvent, ça prend racine dans mes souvenirs d'enfance. C'est vraiment l'enfant en moi qui s'exprime. Il y a toujours une image, un souvenir, une émotion, quelque chose qui vient de mon enfance. Et j'ai vécu aussi ailleurs, je suis parti un peu plus tard que vous, enfin 20 ans, et je ne pouvais penser à autre chose qu'à des choses qui prenaient racine dans mon enfance, qu'à des choses qui pouvaient se raconter au Maroc. C'est plus fort que moi, je ne savais pas faire autrement. J'avais besoin de cet ancrage socioculturel, de ces décors, de cette lumière, de ce soleil, de ces choses-là. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de ces interactions humaines, j'avais besoin de ces visages. J'avais besoin de raconter ça. Et tout ce que j'ai à raconter se raconte dans ce cadre-là. C'est ça ce que j'ai un peu compris. Après, la production étrangère au Maroc, enfin, tous ces films américains, tous ces films européens, tous ces films maintenant même asiatiques qui se tournent au Maroc, c'est une richesse pour le Maroc parce que, c'est ce qui a permis, c'est ce qui permet encore de former énormément de techniciens et de leur donner vraiment un vrai savoir-faire que des fois sur nos films, je pense que vous avez tous vécu ça, sur nos films on a des machinaux, des électros qui ont fait les plus grosses productions américaines et puis tu le retrouves sur ton film et c'est juste un bonheur de les avoir parce qu'ils ont un vrai savoir-faire. Alors ça c'est un marqueur de génération parce que vous dites du bien alors que la génération d'avant sont assez critiques sur l'image que ces films renvoyaient des Marocains alors que vous voyez tout de suite le bon côté. Moi, là, je parle des techniciens. Oui, mais c'est ce qui vient d'abord à l'esprit. C'est déjà bien pour la formation des... Non, les films étrangers, enfin, les films surtout américains, c'est, comment dire, l'image qu'ils renvoient du Maroc, mais du monde arabe en général, elle est juste complètement fausse. Nous, on ne se retrouve absolument pas là-dedans. Elle est caricaturée, elle est stéréotypée, parfois, pour moi-même, à la limite du racisme, mais c'est beaucoup plus pour une question d'ignorance. Là, je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de films américains, et ils sont tournés qui parlent d'Afghanistan. En Afghanistan, ils parlent arabe. Dans les films américains, tu vois. Ils parlent même Darija, ils parlent même marocain. Nous, on comprend, on dit purée, on est à Kaboul, mais ils parlent marocain avec un accent du sud du Maroc. C'est fou. D'aller aux États-Unis, tu regardes OSS 117, le mec il va casser la gueule au muezzin, le muezzin il parle Darija, tu vois. En fait, c'est des trucs où on se dit tiens, on fait aussi génération parce que nous on le remarque. Et que nous, ça nous fait mal. Et que nous, on veut réparer ça. Tu vois, voilà, c'était la question que je posais. Donc, il y avait aussi une réponse à ça. Il y a toujours des réponses. Non, super. Mais parce que c'est très bien. C'est-à-dire, vous êtes tout à la fois les enfants de la mondialisation, ce qui vous empêche pas de critiquer aussi cette mondialisation parfois. Pour moi Ou pour Sophia. Pour Sophia. Ouais. Tiens, Sophia. Je t'ai bien, je t'ai posé. Alors, pardon, les enfants de la mondialisation... Oui, vous pouvez faire comme Ismaël et les Irakiens, c'est-à-dire dire ce que vous voulez, en disant que c'est... Voilà. Non. Tu te retrouves ou pas? Est-ce que tu te retrouves? Oui, effectivement. Alors... Oui ou non?
Non, mais c'est très important parce que très souvent, ce sont des genres identifiés comme américains que vous reprenez dans vos films pour raconter le contexte marocain, le présent marocain, les métamorphoses de la société et les évolutions de la société marocaine. J'avais cru, mais peut-être que c'est une analyse à mettre de côté, puisqu'elle est très critiquée par là, que c'était aussi une manière de répondre à cette vision qu'avaient les Américains et les Européens quand ils venaient tourner dans votre pays. Oui, oui, je pense qu'on en a parlé un peu. Il y a vraiment cette question, je ne sais pas, peut-être de réparation, oui, je pense que c'était un bon mot, de voir certains films qui ne nous représentent pas du tout et qui sont censés nous représenter, et même des films réalisés par des Marocains. Hein. Voilà, je ne vais pas donner de nom. Mais, généralement, on ne donne pas de nom. Voilà, on ne donne pas de nom, mais voilà. Et donc de voir certains films. Et donc c'est là que je pense que peut-être que nous, en tant que nouvelle génération, on s'inscrit là-dedans parce qu'on fait aussi partie d'un mouvement mondial de décoloniser l'écran, décoloniser le regard, et qui est intéressant. Enfin, moi, je me suis aussi posé la question souvent pourquoi ça n'arrive que maintenant. Je pense qu'il y a eu la période de nos grands-parents qui ont lutté contre la colonisation, mais lutté directement. Il y a la période de nos parents qui ont absorbé le truc de manière un peu inconsciente, et peut-être que ça ressort sur notre génération à nous. Et donc, il y a vraiment, je pense, on est tous, je pense, dans une espèce d'hyper-conscience de ça, et des biais et de la façon de filmer. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une question de réalisation, de questions de comment on s'inscrit et comment on crée aussi une histoire du cinéma marocain, parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais au-delà de notre génération, de la génération de Fawzi, il y a aussi le début de l'histoire du cinéma marocain, donc Condé Terre, qui date justement de ce moment de l'indépendance de 1956. Donc il y a aussi quelque chose de très fort en fait de cette création du cinéma marocain au moment où il se libère d'une certaine manière de ses chaînes, et de se réapproprier ce pouvoir de l'image, parce que voilà, l'image c'est un pouvoir. J'ai l'impression que je me suis bien démerdée dans la réponse, alors que j'étais un peu... ça va. Tripset, ouais. Voilà, je te prends le... Non, mais parfait. Alors, Asma, peut-être que vous, parce que votre film, je le considère comme peut-être le plus frontalement politique, tout en étant dans une forme totalement inédite, très esthétique comme film, très joli, très bien monté avec de nouvelles idées. Mais est-ce que cette question aussi politique, profondément politique, est au centre de votre réflexion quand vous écrivez, quand vous vous lancez dans l'écriture, en vous situant bien sûr dans le monde d'aujourd'hui et par rapport aux générations précédentes? Oui, pour dire la vérité, moi, avant, pour regarder des films marocains, je choisis. C'est-à-dire, il y a 4 ou 5 réalisateurs que... 4, 5 c'est beaucoup. Pourquoi? Non, parce que vraiment, 5 c'est beaucoup. 4 réalisateurs que j'étais en train de suivre pendant toute ma petite carrière ou mes études. Je regarde, bon, je vais pas... Bon, on cite, je regarde les films de Fawzi Ben Saidi. C'est pas parce qu'il est là, mais en first. Et après, je regarde les films par exemple, il n'a pas fait beaucoup de films, mais il a fait 2 ou 3 films qui nous ont marqués. C'est Ahmed El-Manouni. Je regarde l'expérience de Hakim Belabbas parce que ça m'intéresse, parce que c'est proche de mon style, parce on a déjà dit qu'il y a vraiment chacun son cinéma ici et qu'on s'y complète et tout. Et moi, le style de Hakim Belabbas, créer l'interaction avec la famille et tout ça, ça m'intéresse beaucoup, surtout son film Fragment, que je trouve intéressant, c'est quand le processus fait partie du film. Et c'est ce qui m'intéresse. Okay. Dans La mer de tous les mensonges, le processus fait partie du film. Donc je n'ai pas dit au début, je vais intégrer l'histoire politique pour attirer, voilà, ou pour faire... Non, je commence à développer le film d'une manière personnelle. Comme Il faut sauver le soldat Ryan, on a l'histoire intime, l'histoire amoureuse, et on a le Pentagone. Donc je crois que c'était comme ça, derrière la naïveté des choses. Je suis aussi fan du cinéma iranien. Le style de Abbas Kiarostami, bon, je ne vais pas comparer, mais je vais dire que 1000 mois, par exemple, le style c'est-à-dire faire la dynamique dans le cadre, au lieu de découper 100 000 plans, techniquement, sans rien raconter. Alors ce qui est joli sur le cinéma de
de Fawzi Ben Saidi, c'est qu'on a une dynamique dans le cadre. C'est-à-dire la caméra ne bouge pas trop, mais le travail est fait sur les personnages, sur la manière dont ils bougent dans le cadre. Et c'est ce qui rend les plans, chaque plan de Fawzi, par exemple, je ne me rappelle pas de cette séquence où on a une bouteille de vin et on a un travelling. C'était magnifique, ce joli travail dans le cadre, ce qui nous a incité aussi de penser qu'il y a des cinéastes qui présentent des choses respectables, et c'est pourquoi il faut les suivre et fermer les yeux sur autre chose pour ne pas être affecté ou infecté. Je sais pas. Français dit Ali Maouja. Alors, pourquoi je dis ça? Bah, la question que j'ai envie... Non, mais parce que pour dire le bien des réalisateurs que vous suivez, et j'ai presque envie de vous dire, mais pourquoi vous ne suivez pas les autres réalisateurs? Non, attends, on ne va pas créer la polémique là. Non, mais je vais juste finir l'information. C'est que puisque le processus fait partie du film, de comment j'ai fabriqué La mère d'Otile Manson, c'est que je commence dans la famille, créer une interaction avec ma grand-mère, dictatrice, je sais pas quoi, comment je peux... C'est-à-dire c'est une femme qui veut imposer tout dans une petite famille, et moi je vois le foyer comme une miniature de la société, et c'est pourquoi je crée les miniatures, parce que c'est une autre histoire, comment trouver les autorisations pour un documentaire, et demander même autorisation pour le même titre, c'est un peu une autre histoire. Donc il fallait trouver quelque chose pour construire un décor et le faire ramener vers mes personnages qui sont âgés au lieu d'aller chercher les portes fermées, des choses comme ça. Donc j'arrive en 2016, je vois un reportage sur la télé qui parle du même sujet que moi je développe au sein de la famille, c'est que où est les photos de nous, en termes, c'est-à-dire les souvenirs, alors que je trouve qu'il y a un autre sujet beaucoup plus grand que ce que je cherche moi au sein de la famille, c'est qu'il n'y a aussi pas de photos par rapport à ça. Et du coup, je commence à poser la question, et c'est comme ça que l'aspect politique vient chez moi, je ne l'ai pas cherché. Donc, je pose juste une question banale, intime, derrière la naïveté d'une petite famille, je raconte des choses simples, et je me retrouve en train de poser la même question à propos des choses beaucoup plus sérieuses, et c'est comme ça que l'aspect ou la toile de fond politique est venue dans mon sujet. Et je crois que c'est toujours par rapport au processus ça dépend du genre. Mais moi, je parle d'un genre où il y a des personnages réels, il y a un travail de documentaire aussi. Et surtout un discours qui est très fort. C'est peut-être le moment d'en parler. Comment vous faites avec la censure? Est-ce qu'il y a eu des progrès au Maroc, ou est-ce que vous rusez avec la censure, qu'elle soit étatique, de société, religieuse? Bon, Eva qui va reprendre la parole, mais moi, vraiment, pour dire la vérité, moi, mon sujet n'est pas tabou. Okay. C'est pas quelque chose que je vais inventer. Moi, Asma Moudir, elle vient pour parler de quelque chose inédit où personne n'a parlé de ça avant. Non, il y avait des documentaires, il y avait des reportages, il y avait des gens qui ont parlé de ce sujet. Il y avait une sorte de réconciliation qui a été créée par rapport à ça, par le roi et tout ça. Donc il y avait un travail colossal. On a tellement regardé des témoignages sur la télé chez nous, dans la petite télé. Il y a des témoignages similaires de ce que j'ai fait moi dans mon film. Mais c'était la forme qui était un peu intéressante, parce que c'est un film cinématographique qui a été dans les salles, qui a été voyagé, sorti aux États-Unis, sorti partout. Donc je crois que c'est ça la différence, c'est que le sujet n'était pas tabou. Et j'ai jamais été censurée par personne. Il n'y avait même pas d'autocensure. Même moi, j'étais juste en train de chercher. I was not looking for guilty people. J'étais pas en train de chercher les gens coupables. C'est parce que je sais que le cinéma n'a jamais été direct. Le cinéma est un langage à part et cherche passer les messages derrière la naïveté des choses, derrière l'enfance. Moi, tout ce que je fais dans ce cinéma, ça vient de mes premières 6 ans de Freud, par exemple. Tout ce qui se passe dans ces 6 ans, c'est très important, parce qu'à chaque fois je ferme les yeux, je pense à un sujet ou je pense à écrire quelque chose, je reviens à ces 6 ans, et je pense que c'est très intéressant ce qu'il a dit Ala, parce que c'est là où ça se passe quelque chose est né, qui te pousse à raconter des histoires et garder une mémoire visuelle. Et voilà, donc il n'y avait pas d'autocensure pour moi. Je te passe la parole à toi. Allez, tu voulais oui. C'était sur la censure. On parlait de toutes les censures. Hein. Toutes les censures. Bon, il me passe la parole à moi parce que je pense être le seul à avoir eu 2 films interdits. Voilà.
ça prend des formes diverses. Moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de... Je suis assez d'accord en fait avec Asma sur les sujets tabous. C'est-à-dire que je crois que c'est beaucoup plus pernicieux que ça. Et que moi, de la même façon, j'ai absolument pas ressenti de tabou, de volonté de briser des tabous. J'ai eu vraiment l'impression, au contraire, d'une volonté profonde de représentation. À la fois par rapport à un cinéma qui me libérerait et qui serait exactement le film que j'aurais voulu voir à 17 ans, le film qui me représente non seulement moi, mais un truc un peu générationnel. Voilà. C'est aussi faire un... J'avais la volonté, j'ai un truc un peu de provincial, quoi. J'ai envie de faire un film définitif sur Casa, quoi. Le truc de l'âme de Casa, quoi. Vraiment, voilà. Film qui parle de vrai film de Casa, oui. Sauf qu'en faisant ça, il y a des choses qui ne semblent pas poser problème et qui en fait posent problème. Par exemple, la langue. La langue ? La langue, Ouais. qui est un truc... je parlais tout à l'heure de la langue chez Fawzi, quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a plein de films qui, je trouve, ont construit ce rapport à la langue marocaine, qui est donc la Darija, est une langue dialectale. C'est pas une langue écrite, c'est pas une langue reconnue, c'est pas la langue dans laquelle se font les discours politiques, mais c'est la langue dans laquelle on pense politique. C'est la langue dans laquelle on tombe amoureux, c'est la langue dans laquelle on vit. Et il y a, par exemple, à Casa, il y a une poésie de la rue. C'est pas une langue qu'on est habitué à magnifier, qu'on est habitué à mettre sur grand écran. Quand ça se passe, il y a toujours des problèmes. Je trouve qu'il y a un truc, en fait. Et en fait, lorsqu'on le fait, on pense pas que ça va être quelque chose de si profondément subversif. Mais vis-à-vis de qui ? C'est-à-dire, qui est scandalisé par ça aujourd'hui ? Quel courant ? C'est une très bonne question. C'est pas le public, c'est ça que je trouve génial. C'est que je trouve qu'il y a une très grande différence. En tout cas, moi, par exemple, une affaire d'interdiction, c'est pas le public, c'est l'opinion publique. Donc, il y a parce que le public, au contraire, moi, je me souviendrai toujours d'un truc. C'est quelque chose que j'avais fait aussi sur mon court métrage, qui avait aussi été interdit. De faire parler les gens dans cette poésie de la rue, dans cette argot, dans une langue qui a une certaine violence. Et donc j'avais un de mes comédiens qui était assez connu à l'époque parce qu'il passait à la télé, c'est Saïd Bey. On tourne en plein centre-ville, c'est les vacances scolaires, il y a 200 personnes derrière les barrières, quoi. On tourne en public, quoi. Et puis c'est une scène où il doit incendier un islamiste. L'attraper, lui dire mais explose toi, je vous vois vous exploser à la télé, pourquoi tu exploses pas? Et puis bon, c'est une scène comme ça, et il va, comme on dit en arabe, il va casser sa parole, il va être assez vulgaire. Puis il voit une vieille dame à la fenêtre qui est en train de le regarder, il lui dit écoutez madame, rentrez chez vous, là ça va parler mal. Et la meuf elle le regarde et lui dit mais tu crois que j'entends quoi moi toute la journée, hein? Et en fait, c'est ça, voilà. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport, voilà, en tout cas, à l'utilisation de cette langue-là, qui n'est pas du tout problématique avec le public, mais qui, une fois qu'elle est instrumentalisée, comme elle a pu l'être là, on vous en fait le reproche, et puis ça va jusqu'à... Donc, il y a un système au Maroc où on a une carte de réalisateur qui vous sert à pouvoir déposer des demandes de subvention, qui vous sert à pouvoir tourner, exercer votre métier, et lorsqu'on vous la retire, vous ne pouvez plus exercer votre métier. Et donc là, voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être très pernicieux, parce que par ailleurs, le film avec le public, que ce soit en rencontre, que ce soit dans les salles et tout, n'a jamais vraiment posé de problème. C'est au contraire, j'ai vraiment eu ce sentiment qui était assez délicieux, quoi, de représentation. Les gens me disaient bon, t'as fait notre film, quoi. Et donc voilà, c'est toujours, je pense, surprenant quand on se retrouve censuré. On ne sait jamais trop d'où ça vient, et je pense que c'est toujours surprenant. Et je pense que c'est toujours quelque chose qui a à voir avec pas une volonté, une idéologie, mais plutôt avec une forme de vide politique. C'est qu'on se dit, c'est pas moi qui vais décider. Donc voilà, je pense que c'est un truc de fonctionnaire. Quel rapport vous allez vous entretenez justement avec les producteurs, les financiers du film? C'est peut-être la dernière question que j'ai envie de vous poser avant d'ouvrir le débat avec le public. Alors, c'est dommage, elle devait être avec nous, Myriam Ben Barak, mais elle n'a pas pu être avec nous. Mais dans une interview que
que j'ai réalisé d'elle il y a moins de 2 ans, elle m'avait dit quelque chose qui m'a complètement marqué et troublé, puisqu'elle me disait, à propos de son film, j'avais envie de faire un film pensé comme un portrait du Maroc contemporain. En même temps, comme la France produisait mon film, il me fallait trouver une forme pour séduire le spectateur, donc un public plus large. Ensuite, déconstruire les chemins préconstruits pour arriver à une proposition de réflexion plus complexe. Alors là, ça parle du problème des coproductions. Est-ce que avoir autant de guichets en France, en Belgique, en Arabie Saoudite, comme cela se fait aujourd'hui, c'est une chance pour le jeune cinéma marocain, ou ça peut être aussi quelque chose qui va limiter le cinéma marocain, puisqu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un financier qui vient d'ailleurs, il souhaite que ce film soit ouvert à d'autres publics. Peut-être, oui. Yasmine, Saïd et Fouzi. Ouais, et Fouzi. Producteur. Moi, je vais juste peut-être dire une chose, c'est que je rejoins 1000 fois Smaïl, et je pense que c'est pas un hasard si Parasite a eu un Oscar. Parasite, c'est un film coréen qui a été vu en sous-titré. Enfin, la question du sous-titrage se pose beaucoup par rapport au public et aux entrées. C'est un film qui parle à tout le monde, voilà. Et je pense que le cinéma marocain, plus on sera, mais je rejoins 1000 fois Smaïl, plus on développera nos propres paysages imaginaires, nos propres pattes, que le cinéma passera avant le discours, parce que des films à discours, en fait, ça n'intéresse personne. Et c'est parfois ce que nous demande la France, quand même, de raconter notre pays ou des situations sociales, et que le discours vienne avant le cinéma. Et ça, c'est quand même problématique. C'est quelque chose qu'on nous demande parfois. Mais si le cinéma vient d'abord et qu'il est assez singulier et assez fort, ça parlera à tout le monde, et on n'aura pas à se poser ces questions-là de est-ce que ça parle assez au public français, etc. Sur ce, je laisse la parole au producteur. Merci Géry, t'as des bonnes questions. Ok. Non, mais vous avez dans votre question, il y a déjà la réponse. Hein. Évidemment, l'argent n'est jamais neutre, et donc tout système de financement a un impact. Oui, un impact, un préacquis, volonté, des grilles de lecture. Vous avez pas autour de cette table, heureusement, mais vous avez tout un courant d'un cinéma dit du Sud, qui est un cinéma qui vient enfoncer des portes ouvertes de ce que les gens savent déjà, et dans un processus un peu jubilatoire de jouir de ce qu'on connaît déjà, et de dire oh là là, ces pays sont terribles. C'est jamais totalement faux, mais c'est souvent jamais vrai. Et donc voilà, l'émergence de ce cinéma-là, pour ce qui est le cas du Maroc, c'est aussi l'émergence d'un leadership marocain, ou d'une affirmation identitaire un peu plus forte, et d'une espèce de sentiment de force quand même collective qui vient exister, où on dit nous Marocains, on peut s'exprimer de manière plus complexe, et je rejoins évidemment tout ce qui a été dit, plus vous êtes singulier, plus vous pouvez être universel, et donc après c'est le travail du cinéaste et le travail du producteur. Il n'y a jamais de règle générale, évidemment que c'est vrai, mais vous pouvez vous débrouiller pour pas trop être impacté par cela. C'est-à-dire quand je produis Kamal, le scénario est efficace, parce que voilà, lui, il a une patte du réel très fort, il a un court-métrage qui est super, donc on va jouer sur le court-métrage. Il va être relativement il va être laissé tranquille. C'est aussi trouver des angles d'attaque pour financer votre film. On doit jongler, parce qu'en effet, si vous voulez juste plaire à vos bailleurs, c'est presque comme une ONG. C'est-à-dire vous allez mettre les grilles, et après vous allez devoir faire un film où vous devez dénoncer grosso modo les mêmes sujets. Donc chaque film doit, et ça c'est un travail, parce que malheureusement le cinéma coûte cher, il faut beaucoup d'argent. On parle là que de cinéastes extrêmement ambitieux qui, voilà, on fait pas des films. Là, moi j'ai fait les films de Fawzi. Ça a parfois l'air de films, parfois d'une forme de simplicité, parce que c'est un grand metteur en scène évidemment, mais le travail du cadre, le travail des acteurs prend beaucoup de... Voilà, ça demande un travail colossal, une expérience. Donc chaque film, vous devez un peu donner les moyens. Ismaël, son univers, il est incroyable. Yasmine, c'était joué sur le road movie féministe. En fait, vous jouez aussi des codes et vous vous débrouillez. Voilà, vous venez en Occident et vous dites, voilà, c'est un road movie féministe. Mais après, elle va faire le film qui lui a manqué.
C'est jamais noir ou blanc, et il faut un peu jongler là-dessus. Et c'est pour ça aussi que c'est des films quand même. Tous les cinéastes là autour de la table sont très courageux parce que c'est des films qui se financent sur la durée. Hein. On ne peut pas venir comme un film français et dire voilà, ça va être François Civil et 2 mois après je vais tourner. C'est pas possible. Donc c'est des films qui se financent sur 2-3 ans. Il faut du temps, il faut de l'écriture, il faut essayer de convaincre. Après, quand vous avez à Fawzi, voilà, il y a une filmographie, vous n'avez pas besoin de justifier trop de choses. Quand c'est un premier film, il y a les cours. Donc c'est du cas. Non, mais pour être franc, comme dans le. D'ailleurs, c'est Elia Souleyman qui en parle le mieux dans son dernier film, hein, quand il est face à un producteur français et qui lui dit ah non, ça c'est pas pour le public français, trouve autre chose. Est-ce que vous avez été confronté à ça, c'est-à-dire adapter un film, un scénario marocain à un public dit plus large? Alors c'est souvent plus complexe. Personne n'osera me dire ça va pas, c'est trop marocain ou les gens ils sont pas. C'est dans le film d'Elia Souleyman, oui, il a besoin voilà, dans une scène de concentrer la problématique, donc il va un peu presque à l'excès. Et généralement, on n'a pas trop de soucis à caricaturer les producteurs, c'est des bons clients. Donc il le fait et c'est très bien. Mais c'est plus pernicieux que ça. C'est vraiment, vous allez dire, un distributeur n'a pas à se justifier de ne pas prendre votre film. Il ne va pas vous dire, ah, c'est très bien, mais ce n'est pas pour moi. Ça s'arrête là. Après, vous devez décoder, vous devez aussi connaître le marché pour voilà, savoir avec quel distributeur, quel film. Vous devez... Oui, c'est chaque film, et c'est pour ça, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de producteurs exécutifs au Maroc, peu de producteurs, parce que c'est un travail qui est... c'est du sur-mesure, c'est complexe, et ça demande sur chaque film de s'en sortir, parce que... Et là, en plus, c'est que des films en langue arabe, c'est-à-dire qu'ils n'ont bénéficient en France et dans d'autres pays que de fonds un peu minoritaires qui sont peu dotés. Donc parfois, par exemple, sur le film de Fawzi Ben Saïdi, j'avais compté, on avait plus de 15 partenaires financiers qui nous ont tous laissés tranquilles parce que pour le coup, tous les cinéastes avec qui j'ai travaillé, on n'a jamais eu aucune contrainte. Mais voilà, à un moment, ça va. Vous n'allez pas subir une contrainte, mais le marché de lui-même va s'autoréguler. Vous savez, un film qui répond un peu aux attentes va cartonner. Le ou la cinéaste vont faire un film suivant qui va lui ressembler. Et ils peuvent continuer comme ça sur 3-4 films, et d'autres vont vouloir faire la même chose. C'est beaucoup plus complexe et pernicieux, et donc il faut il faut se frayer un chemin là-dedans. Il n'y a pas d'autre choix. Et en effet, oui, il y a des attentes. Merci Saïd. Fawzi Oui, non, c'est vrai. Alors, pour ne pas répéter, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit, je dirais 2 choses. La première, c'est vrai que cette histoire du commerce presque autour de certains films entre le Sud et le Nord, c'est-à-dire que c'est rassurant quelque part pour le Nord de voir certains films répondre à certaines images très attendues. Ça rassure tout le monde et la situation continue comme ça. Mais ça nous fait quelque part de mal, nous qui essayons d'arriver avec des voix différentes et de dire merde, attendez, intéressez-vous à nous d'abord comme cinéastes et non pas comme porteurs de sujets sur lesquels... drapeaux. Voilà, exactement. Et ça nous rend un peu la tâche plus difficile parce que c'est un chemin l'autre chemin, il est simple, il est tracé, ça rassure tout le monde finalement, justement de dire, voilà, c'est une catastrophe de l'autre côté, on rentre dormir tranquille chez nous, heureusement qu'on est là, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais je voudrais dire aussi autre chose, mais c'est quoi finalement un cinéaste qui fait un film? Mais tu te réveilles le matin, on parle beaucoup de la solitude du réalisateur qui est réelle. En fait, quand tu te réveilles le matin, mais tout est contre toi. En fait, tu arrives, tu as repéré, tu poses la caméra, et la nature te dit merde. Parce que c'est pas prévu pareil, parce que ça commence à pleuvoir, parce que je n'en sais rien, parce que tu as repéré un champ qui était sec, tu reviens, il y a de la pluie, il est devenu vert, donc ça devient la Suisse. Comment tu vas faire pour filmer? Donc, il y a tous les jours, un bon film n'est finalement qu'un cinéaste qui a réussi à trouver les bonnes solutions à des galères. C'est carrément, des fois, je me dis, c'est carrément ça. Donc, du coup, parmi cette manière de tenir, quand on a un film, c'est de tenir la petite musique intérieure qu'on a partagée avec l'équipe la plus proche, etc., depuis des années, puis on arrive pour faire ce film. Et même, des fois, je dirais, allez, pour dire, c'est par bienveillance. Quand tu as 40 personnes sur le plateau, des fois même, ton chef opérateur peut pas, par bienveillance, te proposer quelque chose qui, malheureusement, n'est pas dans cette petite musique du film et à laquelle, donc, il faut dire non.
Et donc, face à ces fonds aussi, c'est vrai comme disait Saïd, ouais, l'argent a une odeur, l'argent n'est jamais innocent. Donc oui, c'est vrai, il y a des fois ces attentes, mais il faudrait résister. Un cinéaste, ça résiste tous les jours. Voilà. Et de faire. Merci beaucoup. Il nous reste un petit quart d'heure si vous voulez poser des questions à tous les cinéastes présents avec nous. Il faut juste lever la main et il va y avoir un micro qui va tourner. Alors, est-ce qu'il y a... Ah ben voilà. Première question ici. Déjà, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être présent parce que votre perception du cinéma elle est très intéressante. Et du coup, par rapport à ça, j'aimerais vous demander, par rapport au cinéma d'animation, personnellement, j'ai grandi avec les courts-métrages et les longs-métrages d'animation, particulièrement japonaises. Et force est de constater que j'en ai pas beaucoup vu dans le cinéma maghrébin, marocain, algérien, etc. Et alors qu'il y a un public, quand je demande à mes parents ou à ma famille ou n'importe qui leurs références, ils vont pouvoir me citer des Heidi, la petite fille de la montagne, les merveilleuses cités d'or. Pour nos pères, c'était Olive et Tom. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment rien. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui cause ça, pourquoi on ne voit rien par rapport à ça, et pas particulièrement à l'animation, mais aussi au niveau de la fantaisie. Il n'y a pas grand-chose de fantaisiste. Ouais, alors, pour l'animation, c'est vous, Sophia. Oui. Déjà, merci pour la question. Par rapport juste à la fin de votre question, on voit pas beaucoup de choses fantaisistes. Ça, je suis pas trop d'accord, parce que je pense que si vous voyez si vous avez l'occasion ici à Montpellier de voir certains des films de notre cohorte. Oui, ouais. Sophia Alaoui, ou même le tien, Asma, ou Saïd, ou tout le monde. Franchement, je trouve que c'est des cinémas très différents. J'aimerais bien reformuler du coup le truc. Oui. C'était plus dans le sens où ça reste refermé sur le Maroc, et ça ne s'étend pas au monde. C'est plus dans ce sens-là. Oh genre, non, c'est tout ce qu'on disait le contraire depuis le début. Et voilà, ça c'était juste pour répondre par rapport à la fin de la phrase. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à échanger avec nous et découvrir d'autres formes de cinéma. Pour l'animation, je peux répondre par rapport à ce que je sais de ce qui se passe au Maroc. Moi, jusque-là, j'ai fait que des courts-métrages d'animation. Malheureusement, j'en parlais en début du focus, etc. C'est que moi, je trouve que les courts-métrages d'animation sont absolument magnifiques, mais en termes de distribution, c'est plus compliqué, en tout cas, d'atteindre le grand public. Voilà. Chose à part, c'est pour ça que je me suis lancée dans beaucoup d'expositions de mon travail en parallèle, justement pour toucher un plus grand public hors des festivals spécialisés. Et sinon, en fait, la grande problématique, c'est surtout qu'il y a un manque de structure financière. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes courts-métrages, j'espère que ça va changer, mais jusque-là, j'ai jamais réussi, c'est pas que j'ai jamais réussi, c'est qu'il n'y a pas de porte d'entrée financière au Maroc pour l'animation. Donc il faut aller chercher, heureusement maintenant, il y a des fonds arabes au Moyen-Orient, etc., qui donnent... Qui peuvent financer justement dès qu'on est réalisateur arabe, où il y a des fonds étrangers, etc., et on peut faire des coproductions. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une question, c'est justement de créer un écosystème, parce que en fait, pour faire des films d'animation, c'est très lourd, ça demande beaucoup d'énergie, et tout le monde n'a pas cette énergie à donner. Et n'a pas les conditions pour les donner, pour pouvoir produire ça de manière sereine, en fait. Voilà. Et pour la fantaisie, moi, franchement, je vous recommande d'aller voir aujourd'hui à 18h30 Rennes de Yasmine Benkiren et à 21h Casablanca, Burning Casablanca de notre ami Ismail El Araki. Vous allez être très très étonnés. Vous allez voir, effectivement. Est-ce qu'il y a une ou deux questions avant de finir? Il y a monsieur là-bas, je vois, et voilà, il y a deux monsieur, et ce sera les deux dernières questions, puisqu'ensuite on est obligé de libérer la salle. Bonjour et salam alaikum. Bienvenue, marhaba bikoum. Raja Hamza, comédien français d'origine marocaine, pakistanaise. J'avais une question par rapport aux réalisateurs et réalisatrices marocains et marocaines.
comment ça se passe pour vous? C'est une question un peu générale. Votre recherche de comédiens, est-ce que vous allez directement vous chercher vos comédiens ou bien vous sous-traitez ça comme en France, on fait avec des tiers de cast, etc. Ou bien vous allez à la rencontre de chaque comédien qui va tourner dans vos films? Est-ce que vous êtes tout à la fois directeur, directrice de casting et réalisateur? Comment vous faites? Allez, juste à la question. Je pense que c'est vraiment un processus très personnel. Je pense que chacun de nous, il a une façon de procéder qui est différente et qui va avec à la fois ce qu'il cherche, quel type de comédien, quel type de rôle, de quoi il a besoin, avec quoi il a envie de travailler. Moi, je peux répondre donc que pour moi, moi personnellement, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est à la fois, j'ai recours à des directeurs de casting, donc qui organisent des castings et tout. Et donc, au Maroc. Voilà, au Maroc. Ouais. Et on cherche. Et puis des fois, c'est des castings un peu sauvages, c'est-à-dire des gens que je repère pendant mes repérages ou que j'ai rencontrés d'une façon ou d'une autre, qui sont des fois même des non-professionnels. Et voilà, je sens qu'il y a quelque chose chez cet acteur ou chez cette personne que je pourrais exploiter, que je pourrais travailler avec pour avoir le résultat que je souhaite. Et je suppose que vous faites des essais beaucoup. Beaucoup d'essais. D'ailleurs, moi, chez moi, en tout cas, les castings durent très, très, très longtemps. Enfin, sur le Miracle du Saint Inconnu, ça a duré 8 mois, je pense, ou 9 mois de casting. Et des fois, moi, je me rappelle, par exemple, il y a des rôles qui sont joués par des acteurs, sur des actrices non professionnelles, enfin, toutes les vieilles dames dans le village. Oui. On avait besoin de 4 femmes pour jouer ce rôle-là. On a casté, je pense, 95 ou un truc comme ça, pour trouver les 4 ou les 5. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette phase de rencontre avec les comédiens où ils sont en train d'essayer les scènes et tout. Et des fois, honnêtement, je réécris après le casting. Donc c'est pour ça aussi que ça dure longtemps. Mais la question sous-entendue, il a dit le casting au Maroc seulement? Vous n'ouvrez pas, par exemple, à des acteurs marocains qui vont en oui, France? Ouais, sous-jacent, quoi. Ouais, sous-jacent, on a compris. Hein. Y en a, enfin, je veux dire, il y a pas mal d'acteurs marocains qui habitent en France ou ailleurs et qui jouent au Maroc. Non, mais pour répondre à la question du jeune homme, est-ce qu'il y a des agences de casting au Maroc que vous puissiez leur envoyer votre photo, votre démo, votre c'est pas vraiment ça. Enfin, ça peut-être un jour, mais savoir leur recherche en tant que réalisateur marocain, leur recherche. Ça dépend énormément du rôle. Ça dépend énormément du rôle. Si tu veux, moi, sur mon premier film, on a eu une recherche qui s'est un peu internationalisée parce qu'on avait un rôle de. Enfin, on avait un type qui devait parler anglais, jouer de la guitare. C'était un profil un peu particulier. Et on a commencé par un peu, enfin moi j'étais un peu focalisé là-dessus, donc oui on a cherché un peu à Paris, à Bruxelles, mais en fait assez rapidement on s'est rendu compte que c'était à Casa qu'on le trouverait. Et en revanche là en ce moment j'étais en casting sur mon deuxième film. Moi je suis un mauvais exemple aussi, parce que moi j'écris pour les comédiens et pour les comédiennes, c'est vraiment j'écris les rôles pour eux, sauf en général un rôle qui me reste et qui est souvent le premier rôle. Et là, le type que j'ai trouvé, il vit à Paris. C'est un Marocain, mais il vit à Paris. Donc ça peut arriver. Je pense que ça dépend vraiment énormément du projet et du type de personnage. Tu vois, c'est pas anodin en tout cas d'arriver, parce qu'on a quand même un effet de milieu dans le cinéma marocain, quand on casse des comédiens marocains qui ont joué entre eux, parce que nous, effectivement, comme disait Fawzi, un truc qui est hyper important, c'est qu'on a aussi une génération de comédiennes, de comédiens qui montent, qui a une liberté, une modernité qui est particulière. Et ça vaut aussi, quelque part, de façon un peu étonnante, pour des comédiennes et comédiens qui sont plus âgés, qui ont plus 40-50 ans, mais qui, aujourd'hui, dans cette libération de cinéma-là, se libère aussi. On montre des choses qu'ils pouvaient montrer, par exemple, plus au théâtre. Donc il y a ce côté-là. Donc quand vous ramenez quelqu'un qui est hyper outsider là-dedans, ça crée un effet. Il y a un truc particulier. Donc c'est quelque chose qu'on peut rechercher aussi. Merci. Yasmine Benserade, vous aussi répondez à cette question, parce que c'est vrai que les comédiens jouent un rôle très très important dans le film
que vous pouvez découvrir tout à l'heure à 18h30, un road trip, un film de cavale, un film porté par des femmes exceptionnelles. Comment vous avez fait est-ce que vous vous impliquez effectivement très tôt dans le casting pour répondre à la question du jeune? Alors moi, clairement, sur mon premier film, c'était casting pour tout le monde. J'ai écrit aucun rôle pour personne. Et les castings ont été très longs, avec une agence, comment tu dirais, une agence de casting, un directeur de casting, un directeur de casting qui s'appelle Amin Louadni, mais qui, en l'occurrence, a plusieurs directeurs de casting qui travaillent avec lui. Et c'est vrai que sur chaque rôle, quelque part, j'ai une histoire différente. C'est-à-dire que, par exemple, il y a le rôle d'une gamine. La deuxième vidéo qui m'a été envoyée était la bonne. J'ai eu un coup de cœur absolu sur la gamine. Et c'est ce que j'avais imaginé. C'est quand même fou de se dire j'ai imaginé quelque chose, bon, ça existe. Donc il y a une espèce d'évidence comme ça qui s'est faite, alors que pour les deux autres comédiennes, ça n'a pas été le cas. Et finalement, c'est assez marrant parce qu'il y a une comédienne qui est connue au Maroc dans mon film qui s'appelle Nisrine Radi. Et que je ne voulais pas du tout travailler avec elle. Elle est arrivée pour un rôle qui n'était pas celui qu'elle a eu finalement. Du coup, je ne voulais pas qu'elle soit là. Elle le sentait. Du coup, elle commençait à devenir un peu insolente. Enfin bref, rien n'allait. Et cette insolence m'a plu. Et je me suis dit, tiens, plutôt que de faire le rôle pour lequel tu es venue, viens, on essaye autre chose. Et là, j'ai vu la palette extraordinaire de la comédienne qu'elle était. On a commencé à travailler. Et mon expérience avec elle a été, pour moi, un grand apprentissage parce qu'on a vraiment fabriqué un rôle ensemble. C'est-à-dire que contrairement à la gamine où j'ai eu ce que j'avais imaginé, avec Nisrine, c'était pas du tout ça. C'était vraiment comment on va créer quelque chose de nouveau toutes les deux. Et elle m'a emmenée plus loin que ce que j'avais imaginé, je crois. Et ça a été une vraie joie de travailler avec elle. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez rentrer en conflit avec tous les réalisateurs pour décrocher le rôle. Non, mais il se trouve qu'il y avait un personnage insolent dans mon casting et que c'est ça qui m'a plu chez elle. Mais voilà. Il faut vraiment voir ce film pour comprendre en plus. Et enfin, la dernière question, c'était monsieur là-bas au fond. Une petite question qui s'adresse à tout le monde concernant l'adaptation littéraire. Je voulais savoir si ça pourrait vous intéresser, sachant que chacune, vous avez développé des scénarios très, très personnels. Fawzi, hier, expliquait que pour son court-métrage, il y avait cette liberté de partir sans écriture, inventer les choses au niveau du tournage. Ça avait une vraie richesse. Je me demandais si adapter une œuvre littéraire, que ce soit de la littérature marocaine ou autre, c'est quelque chose qui pourrait aussi les inspirer, ou alors ça pourrait aussi les brider, sachant que pour le réalisateur de Burning Casablanca, la rencontre avec la musique, le cinéma marchait. Donc je me demandais, est-ce que la rencontre cinéma et littérature, ça peut aussi vous inspirer? Très bonne question, parce que ça nous rappelle qu'on a vraiment affaire à une génération d'auteurs cinéastes. Allez-y. Allez. Tchekhov, oui, à sa manière, ouais. Oui, c'est vrai. Non, moi je parlerai de deux choses. La première, à dire, c'est vrai que nous partons tous comme ça d'univers peut-être intérieur qu'on a envie d'explorer. Comme ce que disait Esma, on a quelque chose qu'on veut exprimer. Et donc je crois que tout le monde... où tout le monde a des comptes à régler. donc moi, je peux parler d'une chose, c'est que j'étais dans ça, c'est-à-dire j'ai écrit tous mes scénarios, et dernièrement, j'ai fait une adaptation de la Cerisée de Tchekhov, par exemple, en l'adaptant dans le Tanger, un peu évanescent, etc. etc. C'est autre chose, c'est une autre démarche, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à faire, c'est-à-dire de trouver les parallèles, d'adapter des situations de la Russie du début du siècle dernier au Maroc d'aujourd'hui. Mais c'est arrivé plus tard. C'est comme si j'avais à régler des comptes avant de s'ouvrir sur autre chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a un rendez-vous, en tout cas que moi je le sens comme ça, je ne sais pas si ça va se faire, il y a un rendez-vous manqué, j'ai l'impression, entre le cinéma marocain et le roman marocain. Moi, c'est un vieux rêve, par exemple, c'est le pain nu de Mohamed Choukri. Oui. Ça, j'ai envie un jour, mais bon, c'est pas arrivé encore. Mais il y a aussi toute une nouvelle génération de romanciers arabophones, dont on ne parle pas ici beaucoup parce qu'ils ne sont pas encore traduits, qui sont extraordinaires. Et ça, c'est vrai, ça serait bien de s'y intéresser parce que c'est aussi une nouvelle génération d'écrivains comme vous. Et donc, une rencontre peut se faire, franchement, entre vous et cette jeune génération qui est incroyable et qui a...
Parce que souvent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parlait que presque à 80% d'auteurs francophones, c'est-à-dire les Benjeloun, qui sont de la taillère, les Slimane, et sont très bien, c'est pas ça. C'est juste de dire peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui de ce côté-là, et que je dis comme ça à nous, et à tout le monde. Sans rien dire de son prochain film, mais c'est une bonne piste. Merci Fawzi. Merci à vous tous d'avoir participé à cette rencontre et merci à vous, public, d'être venus nombreux. Merci.